Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bienvenue sur l'Investisseur transformé. Mon nom est Ruben Antoine et je vous souhaite une bonne journée internationale des femmes. J'adresse ces mots à toutes ces femmes extraordinaires qui nous entourent, ces professionnels et entrepreneurs créatrices de richesse, à toutes ces mères exceptionnelles qui sont le pilier de leur famille et aussi à toutes ces actrices de changement qui se battent pour créer un monde meilleur. En cette belle journée à votre honneur, nous reconnaissons les difficultés sociétales auxquelles vous faites face, mais nous célébrons aussi votre force, votre résilience et vos réalisations qui ont tant contribué à notre société. Que cette journée soit l'occasion de réfléchir sur les progrès accomplis, mais aussi de redoubler d'efforts pour créer un avenir où les disparités entre les gens n'existent plus. L'épisode d'aujourd'hui est justement une réflexion sur la place de l'argent dans la vie des femmes. Mais commençons par quelques faits. Les femmes représentent près de la moitié de la population canadienne et 48% de la population active. Les femmes ont un taux de diplomation plus élevé que les hommes au secondaire, au cégep et aussi à l'université. Et quand on prend justement le parcours académique, les femmes obtiennent en moyenne un taux de réussite plus élevé que les hommes. Donc, au cours des dernières décennies, les femmes ont acquis un pouvoir économique considérable en se battant et en surmontant les barrières dressées devant elles. Cependant, malgré toutes ces avancées au niveau académique et professionnel, il y a encore beaucoup d'obstacles pour les femmes, des épreuves qui viennent limiter leur ambition, leur émancipation économique et ainsi leur capacité à accumuler un patrimoine financier. Tous ces blocages, soit des enjeux sociaux, des problèmes structurels et même des fois des limites psychologiques quand on regarde du côté plus personnel, nous en discutons aujourd'hui avec Thaïssa Waldron. Thaïssa est l'auteur du livre intitulé « Le déclic du fric », une méthode puissante pour aider les femmes à gérer sereinement leurs finances. C'est une belle conversation enrichissante que j'ai eue avec Thaïssa qui a encore plus ouvert mes yeux sur les défis financiers dont les femmes font face. Bonjour Thaïssa, bienvenue sur l'Investisseur transformé. Bonjour Ruben, merci pour l'invitation, je suis vraiment ravie d'être là. Thaïssa, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme, donc je suis vraiment heureux de t'avoir sur le podcast parce qu'on va discuter d'un sujet très important et très cher à mes yeux aussi. Donc, on va parler de femmes et argent. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, on va commencer à apprendre un peu plus sur toi. Donc, si tu peux nous parler un peu de ton parcours, ça serait vraiment apprécié. Oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Thaïssa. Et moi, je viens pas du monde de la finance. J'aime bien annoncer ça tout de suite parce que comme ça me met... En fait, ça surprend toujours un peu les gens, mais en même temps, ça ouvre la curiosité. Donc moi, j'ai plutôt évolué dans le monde de l'innovation énergétique et de l'énergie renouvelable en France. Donc, je développais des parcs éoliens, j'ai travaillé dans tout ce qui est géothermie, etc. Donc, c'était plutôt ma spécialité. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la question de la relation de l'argent entre les femmes et l'argent. Et en fait, je suis arrivée à Montréal en 2019 avec un projet justement autour des femmes entrepreneurs et le financement. Donc là, l'idée, c'était de les accompagner à avoir accès à du financement. Donc, je me suis dit, ce qui manque aux femmes, comme on dit dans toute documentation, etc., à ce moment-là, le problème des femmes, pourquoi elles n'ont pas d'argent, en tout cas les femmes entrepreneurs à ce moment-là, c'est qu'elles n'ont pas accès à la bonne information et que de l'autre côté, il y a des discriminations vis-à-vis justement de la façon dont on octroie le financement. Donc, je me suis dit, tiens, je vais m'attaquer à la problématique de l'accès à l'information. Donc, j'ai décidé de créer une plateforme de matchmaking entre les femmes entrepreneurs et les institutions financières. Mais sauf que la réalité a montré autre chose. C'est que c'est pas si simple que ça. Même si c'est des femmes entrepreneurs, même si elles veulent de l'argent, en fait, il y a tellement d'étapes en fait qui interviennent. Et moi, dans le souci justement de rendre optimale ma plateforme, donc j'ai commencé un peu à m'intéresser au processus de décision financière de ces femmes-là. Et puis, c'est là aussi où moi, je me suis questionnée sur mon propre processus de décision. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait tellement d'enjeux qui n'étaient pas adressés.
Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de créer donc le déclic du fric. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les femmes à prendre conscience des choses qui influencent leurs décisions financières et puis surtout de les accompagner à prendre de meilleures décisions financières. Et justement, vu qu'on parle de toi puis on parle d'argent, laisse-moi te demander si tu utilises un ou deux mots. Si je te demande l'argent pour toi, ça représente quoi? Très bonne question. C'est vrai que c'est la question que je pose à toutes les femmes et moi-même, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Mais en réfléchissant comme ça, je dirais que c'est plutôt, je dirais le mot relation. Oh, OK. J'aime ça. Je dis oh parce que des fois, j'entends flexibilité, liberté, sécurité, relation. Peux-tu nous en dire un peu plus? Pourquoi relation? Ouais, bah pareil, avant, j'utilisais ces mêmes mots, liberté, etc., parce que je savais pas ce que c'était. Mais dans le processus de comprendre justement comment je prends des décisions financières, bah, j'ai compris que notre relation avec l'argent, c'est pas quelque chose de monétaire, c'est pas un outil en tant que tel, ce n'est plus qu'un simple outil, il est présent dans tous les aspects de notre vie. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, pour que je puisse mieux comprendre la relation que j'ai, il faut que j'accepte que c'est une relation qui aura des hauts et des bas, qui a des émotions qui vont influencer et que c'est quelque chose en fait qu'il faut que je travaille sur le long terme si je veux avoir un certain équilibre. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends l'argent comme une relation dans laquelle je dois la nourrir, la comprendre, passer du temps avec, parce que ça aussi la question du tabou de l'argent, l'évitement, tout ça, je sais qu'on essaye de le faire le plus au maximum, mais maintenant que j'accepte que c'est une relation, ben je prends aussi le pari de travailler dans ce sens-là. OK, vraiment intéressant. Et Taïssa, on s'est rencontrés parce qu'en fait, je suis allé au lancement de ton livre. Tu es l'auteur d'un livre intitulé Le déclic du fric, une méthode puissante pour aider les femmes à gérer sereinement leurs finances. J'ai lu le livre, vraiment très intéressant, vraiment bon livre que je recommande à tout le monde. Mais si je te demande pourquoi tu as décidé d'écrire un livre qui parle d'argent au féminin? Merci en tout cas pour ton retour par rapport à mon livre. En effet, oui, j'ai lancé un livre en novembre de l'année dernière, donc 2023. Et ça me surprend toujours quand on me dit pourquoi avoir écrit un livre sur l'argent au féminin. Ça me surprend toujours, alors que moi-même dans mon livre, je sais que j'ai utilisé ce mot-là, mais il me dérange un petit peu. Sur la couverture du livre, c'est écrit pour aider les femmes. Et c'est ça, en fait, la question que je me pose la question. Est-ce que c'est parce que je suis une femme qui a écrit un livre sur les finances, donc ça devient argent au féminin, ou est-ce que c'est parce que je m'adresse aux femmes? Mais bon, ça, ce sont plutôt des réflexions comme j'analyse justement la pensée des gens, donc je peux pas m'empêcher de penser à ce type de choses-là. Mais plus sérieusement, en fait, je trouve que la question de argent au féminin, même si j'aime pas ce mot, est importante parce qu'aujourd'hui, on est dans des constructions sociales. Notre structure économique et financière, en fait, n'a pas été construite par nous ni pour nous. Et aujourd'hui, je pense que utiliser un terme argent au féminin est quelque chose d'essentiel pour justement ouvrir la discussion, ouvrir le débat. Et puis, comme quoi, en fait, à partir de là, on pourra créer un changement, en fait. Et je me dis aussi que le fait que j'ai écrit un livre sur l'argent, dans ce livre-là, en effet, je parle des femmes et surtout, je mets en lumière les enjeux, en fait, que les femmes rencontrent quand il s'agit de prendre une décision financière, quand il s'agit justement de naviguer tout simplement dans notre sphère économique et financière en général. Donc, c'était le parti pris de ce livre-là. Il y a un passage justement dans ton livre où tu fais référence à une étude menée par la banque Starling Bank sur 300 articles financiers. Puis en fait, ce qu'ils voyaient, c'est que les articles qui s'adressaient aux femmes, ça les définissait plus comme dépensières excessives. Tu sais, on voyait les stéréotypes là, où on voyait des images de femmes remplies de sacs de shopping, d'autres qui s'occupent des factures familiales, puis qui semblent d'être dépassées, puis qui regardent un peu les économies là, dans le petit cochon qu'on a cassé. Puis ceux qui sont destinés, les articles qui sont destinés aux hommes, ils les montraient en moyenne plus comme des financiers avisés, là, donc les gens qui doivent gérer leur portefeuille. Donc, est-ce que c'est une des raisons aussi qui a contribué à toute ta volonté d'écrire ce livre-là? Oui, en effet. Mais en fait, je trouve ça intéressant. Quand j'ai vu, j'ai été tout aussi surprise parce que moi, consommant à la fois beaucoup de médias économiques et financiers, en fait, je m'étais pas vraiment rendu compte, j'avais pas mis deux mots dessus, mais je sentais une certaine gêne dans lequel parfois je lisais des articles de stratégie d'investissement, etc. Je me disais, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment mon indicateur, en tout cas, de performance, etc. Mais j'avais l'impression que je devais quand même appliquer parce que c'était le modèle que j'avais en face. Et en fait, ce que je me rends compte aussi, même si aujourd'hui, on est dans une économie où il y a beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu indépendants, même dans la sphère financière. En fait, je me rends compte surtout que même du côté des femmes, il y a de plus en plus de femmes qui invitent d'autres femmes à investir, à parler d'argent autrement. Je vais plutôt le préciser comme ça. Mais on reste encore beaucoup sur la question de l'économie familiale quand il s'agit des femmes. Comment gérer le budget de son épicerie, comment gérer, c'est toujours la question du budget, faire des économies, etc. Tout le côté Et consommation un peu, hein?
De consommation, exactement, Mhm. parce que je pense que tout le long du podcast, on aura le temps de voir vraiment, mais juste pour comprendre comment ça s'est construit et aussi c'est l'intérêt aussi du livre parce que je me dis que la socialisation des femmes avec l'argent s'est faite tardivement. Donc on n'a pas le système économique et financier n'a pas été construit par nous ni pour nous. En fait, quand on regarde, ça fait à peine 60 ans que les femmes, elles ont vraiment l'opportunité d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation d'une autorité masculine. Ça en dit long en fait. Donc c'est normal que on a du retard à rattraper, on doit être invité justement dans ces discussions-là. Et je pense que le mot de argent au féminin, même si l'argent n'a pas de genre, ça, je suis consciente avec ça, mais l'argent au féminin est important tout simplement pour inviter les femmes, ne serait-ce que de se dire, en fait, je peux penser à l'argent autrement. Et en tout cas, c'était l'intérêt, moi, de mon livre, de poser cette question-là, de justement de commencer à identifier ces points-là dont on ne parle pas souvent. Et comme je dis, c'est une construction sociale, donc on peut la déconstruire. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est l'intérêt de ce livre-là. Puis, on le sait tous, Taïssa, on a toute une relation différente avec l'argent. Ça se forge dès l'enfance. Puis, cette relation-là, c'est sûr que ensuite, ça va influencer nos comportements financiers. On parle de ton livre depuis le début. Je pense que dans ton livre aussi, tu mentionnes qu'il faut qu'on essaie de comprendre nos croyances financières, comment elles sont construites, comment elles se manifestent, parce que c'est comme un peu la première étape pour bien gérer notre argent. Pourquoi, selon toi, il est important pour les femmes de déconstruire ces croyances-là, d'explorer tous les facteurs qui influencent cette relation avec l'argent-là avant même de parler d'épargne, d'investissement, de gestion, de placement? En fait, je trouve quand on regarde le domaine financier, il est très culpabilisant parce que on a l'impression que tout le monde gère bien son argent, sauf nous. Parce que on parle beaucoup de produits financiers, on parle beaucoup de tactiques, etc. Mais sauf que avant d'arriver à cette tactique-là, comme j'ai dit, je pense que ça va être le fil rouge un peu de nos discussions, mais là, on a une relation avec l'argent. C'est une relation, donc on a vu précédemment qu'on a différents comportements, etc. Donc on peut pas passer tout de suite à la tactique. On doit comprendre ces éléments-là. Et quand je parle de déconstruire, ce qui est important, en effet, j'invite les femmes à déconstruire leurs croyances sur l'argent, mais je pense qu'il y a deux niveaux de responsabilité. Le premier, quand il s'agit en tout cas des croyances des femmes sur l'argent, la première responsabilité, c'est que nous, en tant que société, on doit déconstruire l'idée que l'association de femmes et argent, en fait, ne veut pas dire dépensière, ne veut pas dire frivole, ne veut pas dire, en fait, en tout cas, les mauvaises croyances qu'on peut avoir à l'association de ces deux mots-là, en tant que société, on doit le déconstruire. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc de dire que les femmes sont tout aussi capables de gérer l'argent autrement. D'ailleurs, elles le font. C'est même pas qu'elles sont capables, c'est qu'elles le font. On n'est pas un sujet unique, en fait. On est des êtres on est conçus différemment, etc. Et puis le deuxième point aussi, c'est que, comme j'ai dit au tout début, la question de femme et argent, notre relation qu'on peut avoir avec l'argent, le tabou qu'on peut avoir, la honte, toutes ces choses-là, en fait, c'est des constructions sociales. Le fait que ce soit mal perçu, que les femmes parlent d'argent, etc., c'est une construction sociale. Et donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, on peut le déconstruire. Et donc, changer le narratif, changer justement cette perception qu'on peut avoir et puis créer de nouvelles histoires. Pour que les auditeurs puissent mieux comprendre, en fait, la question des croyances, il faut comprendre, en fait, comment elles sont construites. Premièrement, en fait, notre environnement social et politique vont influencer en fait nos expériences avec l'argent. Donc, le premier environnement qu'on a, c'est notre famille, ensuite certainement l'école, etc. C'est pour ça que ça arrive dès très jeune. Et ce qu'on voit à la télé, etc., vont finalement dire en fait qu'est-ce qu'on doit faire de l'argent. Et ensuite, ces croyances-là, ces premières idées, ces premiers exemples qu'on va avoir à partir de notre environnement, ça va définir nos expériences. Donc, si on a toujours vu des personnes dépenser de l'argent, ne jamais épargner, on aura tendance à faire la même chose parce qu'on n'a pas d'autres exemples, etc. Et par effet de ricochet, en fait, ça va construire et consolider nos croyances qu'on peut avoir sur l'argent. Mais à partir du moment, pourquoi vraiment je mets une importance sur ça, c'est que à partir du moment où on prend conscience que quelles sont les influences de chacune, on se rend compte en fait qu'on peut les changer. Et donc c'est pour ça que je me dis que c'est quelque chose de très important. Par exemple, si je donne un exemple personnel, moi, sur mes croyances et comment elles ont eu une influence sur mes décisions de façon générale et qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup à les déconstruire, c'est que j'ai grandi dans un environnement où j'ai vu des femmes, donc par exemple, ma mère, elle est entrepreneur, travailler très, très dur. Donc, chaque centime compte, etc. Et donc, moi, je me suis dit, OK, mais en fait, pour mériter de l'argent, il faut travailler dur, il faut le mériter. Et d'ailleurs, c'était le discours que j'entendais autour de moi, etc., qu'il faut mériter de gagner de l'argent. Et quand on regarde aussi, c'est un peu la structure de la méritocratie. Si tu travailles bien, si tu travailles fort, si tu travailles dur, tu auras ce que tu mérites. Mais bon, ça, on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. Donc, j'ai grandi avec cette idée-là. C'était une de mes croyances. On me disait, OK, si je donne l'effort nécessaire, je vais être récompensée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais dur, je travaillais fort, donc je m'attendais à ce que je sois récompensée.
Mais la différence, c'est qu'on va me dire, bah oui, mais si tu n'as pas demandé ton augmentation, bah c'est normal que tu l'as pas eu. Non, j'étais proactive justement dans cette demande d'augmentation. Et c'est là aussi le revers justement des croyances sur l'argent, c'est que moi, en tant que femme, demander une augmentation, en face de moi, il y avait des gens qui n'étaient pas réceptifs à ça, n'avaient pas ce modèle, ne s'attendaient pas à ce que je demande une augmentation, que j'exige, que je montre, que je reconnaisse en fait ma valeur et que je demande ça. Donc ça aussi, c'était mal perçu. Finalement, je prenais aussi en me disant, ah ben en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pas assez travaillé. Donc je doublais d'efforts. Oh, Et en fait, OK. finalement, c'est quelque chose sans fin. Parce que je comprenais pas qu'en face de moi, parce qu'on m'avait jamais dit, qu'en face de moi, une femme, ça ne parle pas d'argent, que la perception que mon responsable avait de mon attitude, de comment je demandais une augmentation, ben, quoi qu'il arrive, même si je demandais gentiment, etc., c'était une surprise pour lui, parce qu'une femme ne demande pas une augmentation. Donc c'est pour ça, en fait, ce sont des points qu'on doit adresser. Et je trouve que avant même de parler de budget, etc., si on fait déjà une éducation sur ces points-là, si on comprend comment toutes ces choses-là sont construites, je pense qu'on peut partir déjà sur une bonne base. Quand on parle d'argent, Taïssa, plusieurs pensent tout de suite à leur salaire. Hein? Tu as touché un point là-dessus. Le salaire, c'est quand même pour plusieurs personnes la source principale de leur argent. Donc, parlons justement de la disparité bien connue d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Peux-tu nous dire quel est cet écart et quelles en sont les principales causes? Oui, bien sûr. Je sais pas où j'ai entendu cette phrase, mais elle m'a beaucoup marquée et ça fait partie un peu. J'ai eu l'impression que j'ai compris quelque chose de la société. Cette phrase, c'était qui disait il faut 1 dollar pour avoir 1 million. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant comme phrase. Donc, il faut 1 dollar pour avoir 1 million. Et quand je regarde aujourd'hui justement la question de l'écart, si on parle spécifiquement de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, ben, en fait, pour chaque dollar qu'un homme va gagner, une femme en général, une moyenne, elle va gagner 90 centimes à partir de ce dollar-là. Et quand on est une femme racisée, ça va être 67 centimes. Et quand on est une femme autochtone, ça va être 65 centimes. On peut même continuer justement la couche de réduction de ce 1 dollar en fonction des enjeux sociétaux qu'on peut rajouter. Si on est justement en situation de handicap, si finalement on est discriminé par rapport à notre orientation sexuelle, etc. Donc tout ça rajoute toute cette couche de discrimination. En fait, fait baisser la facture de 1 dollar. Donc oui, pour un poste égal, à compétence égale, etc., une femme va gagner moins qu'un homme. Et c'est une réalité, même encore aujourd'hui en 2024, même si on a cette prise de conscience, même tout ce qui est dit, mais encore une fois, il y a du travail à faire et je pense que plus on continuera à en parler, plus finalement les choses vont se mettre en place. Et puis il faut comprendre aussi que c'est des choses qui prennent du temps. Mais pour toutes ces femmes-là qui n'ont pas accès à ces postes de qualité ou à ces postes justement, comme on dit aujourd'hui, de direction, etc., parce que le focus sur la question de tout ce qui est écart salarial est beaucoup orienté sur ces postes-là à haute rémunération. Mais en fait, l'écart se creuse à différentes façons. Ça arrive encore une fois dès le plus jeune âge, ne serait-ce que dans l'orientation que les jeunes filles vont avoir dans leur carrière. Donc, quand on continue à dire qu'il y a des métiers féminins, des métiers masculins, etc., donc en effet, la question des rôles et du modèle a une importance parce que dans cette orientation, de se dire, OK, ben, en fait, les femmes sont aussi invitées à avoir des postes de responsabilité, à des postes dits masculins, etc., qui, eux, sont plus rémunérateurs. Donc, à partir de ce moment-là, il va déjà avoir un début on va dire, le début de la discrimination, en fait. Donc, si elles font des études dans des postes qui vont être moins rémunérateurs par la suite, ben, ça ne va faire que s'accumuler. Et une fois que la femme, donc, elle arrive à ce poste, donc, dans le marché du travail, ce qui est quelque chose qui n'est pas pris en compte, c'est que bien souvent, pour certaines d'entre elles, elles vont fonder une famille. Et donc, au moment de fonder une famille, qui porte un enfant, c'est bien une femme, donc sa carrière professionnelle va avoir des coupures. Donc, ça aussi, ça va augmenter la question de... En fait, ça va participer à creuser les inégalités entre les hommes et les femmes. Et quand on continue, donc au moment de la retraite, ben, les femmes, aujourd'hui, elles vivent plus longtemps que les hommes. Donc, là aussi, si on a moins cotisé pour la retraite et que finalement, on a une longévité plus longue, ben là aussi, la question les risques d'être en situation de précarité sont encore plus grandes. Mais de façon globale, dans le monde entier, quand on regarde, la plupart des travailleurs, et même je pourrais dire des travailleuses pauvres, sont des femmes. Donc on peut voir qu'en fait, dès la naissance, on peut dire ça, du berceau jusqu'à la retraite, ben en fait, les femmes accumulent en fait plusieurs discriminations qui finalement pénalisent leur situation économique. Ah oui, écoute, je regardais des données de la Fondation canadienne des femmes. Je pense qu'ils mentionnent une étude qui vient de Guide du Canada qui mentionne que, en fait, comme tu viens de dire, l'écart commence dès un jeune âge. Là. Ils regardaient des filles de 12 à 18 ans dans leur emploi d'été. Quand elles commencent à travailler, là, il y a déjà un écart salarial de 3 dollars l'heure. Puis après, il y a d'autres études qui montraient qu'après, à diplôme identique,
quand on parle de diplôme post-secondaire, les gens rentrent sur le marché du travail, il y a déjà un écart moyen de 9%. Donc là, on parle de professionnels. Puis à la retraite, les revenus de retraite, là, pour rebondir sur ton point, les revenus de retraite des femmes représentent environ 83% de celles des hommes. Mais encore une fois, tu sais, il est illégal, là, selon les lois, Taïssa, là, selon la loi de l'équité salariale, de payer des gens différemment en fonction de leur genre. Donc, on a parlé de discrimination, on a parlé de toutes ces barrières-là qui existent. Est-ce qu'il y a d'autres... Je sais que c'est multifactoriel, là. Le but, c'est pas de voir toutes les causes, mais est-ce qu'il y a d'autres causes? C'est quand même illégal. Pourquoi ça existe encore? Bien sûr, là, ce sont les grandes, on va dire, discriminations, mais il y en a qui creusent de plus en plus, surtout quand on prend la distinction entre les classes sociales. Là, par exemple, si beaucoup de chiffres sont donnés par rapport à des femmes qui travaillent, des femmes cadres, etc., dans le domaine professionnel, parce que récupérer ces données-là sont faciles. Donc là, c'est facile de voir la différence claire et nette entre les hommes et les femmes. Et il faut dire aussi qu'en effet, c'est illégal, mais c'est difficile parfois à prouver parce que si dans une fiche de poste, on change une ou deux différenciations, etc., sur les bonus, etc., il y a toujours un moyen de l'autre côté de justifier les inégalités. Et puis, pour beaucoup, c'est pas fait de manière volontaire. Je ne dis pas que les grands patrons sont en train de se dire, ben, en fait, je vais la payer moins parce que c'est comme ça. Quand on regarde, c'est encore une fois, c'est des croyances qui sont ancrées, c'est des mécanismes, etc. Des biais inconscients, des fois. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis que ces sujets-là sont importants qu'on en parle parce que c'est en prenant conscience qu'on se dit, ah, en fait, je fais ça et je me rendais pas compte. Pour voir à quel point, en fait, que c'est pas quelque chose c'est pas fait de manière malveillante et intentionnelle. C'est que même l'argent de poche au sein d'une famille, l'argent de poche entre un petit garçon et une petite fille va être différent parce qu'en effet, dans la construction sociale du père ou de la mère, en fait, on va donner un peu plus aux jeunes garçons, etc. C'est pour ça que Sans se dire, écoute, on s'assoit, on donne moins à ma petite fille parce qu'on les aime, tous nos enfants, mais c'est vraiment ancré dans l'inconscient. Des fois, oui, OK, je comprends. Exactement. Je regardais, par exemple, une étude qui avait été menée aux États-Unis. C'était un questionnaire fait, c'était pour un service de donner des cartes bancaires à des jeunes enfants. Donc, ils avaient demandé aux parents combien d'argent de poche vous donnez à votre enfant, etc. Pourquoi, pour quelles raisons. Et on voyait beaucoup de parents donner, par exemple, à leur jeune garçon un peu plus d'argent, parce que il a une petite amie, il faut sortir, il faut qu'il puisse payer les sorties, etc. Il y a toujours cette justification, en fait. Et qu'après, de l'autre côté, pourquoi les filles, il y avait un peu moins, oui, mais en fait, elle a juste besoin de maquillage, elle a besoin de rien d'autre, donc elle n'a pas besoin de... Et donc, ne serait-ce que ça, en fait, la structure dans la manière dont on pense à ces enjeux-là, c'est tellement naturel qu'on se dit que c'est normal de le faire, que donc si personne n'en parle, on ne peut pas déconstruire. Et c'est pour ça que j'attache une grande importance sur la question des biens inconscients, les questions des croyances qu'on peut avoir, des phrases qu'on peut utiliser, des mots, comme on a parlé au tout début du podcast sur la question des médias, comment ils utilisaient les mots, comment ils représentaient les femmes et l'argent quand on a l'habitude, etc. Tout ça, ça a une importance parce que, à défaut d'avoir des modèles, une différenciation de modèles, on va s'inspirer de ces mots-là, on va s'inspirer, donc, on va dicter un peu comment on va réagir avec l'argent. Donc, pour moi, c'est important qu'on en parle, en fait. Donc, les discriminations, oui, elles sont présentes. C'est illégal, mais on le fait de manière inconsciente. Ton livre traite aussi du côté, justement, psychologique des femmes dans leur relation avec l'argent. Tu sais, on le sait toutes, là, tout le monde, femmes, hommes, on a nos limites mentales par rapport à comment on évolue dans la société. Donc, les femmes peuvent avoir certaines limites mentales qui peuvent possiblement contribuer, peut-être pas autant que les barrières sociétales, mais qui peuvent contribuer à tout ce qu'on parle d'écart salarial. Je fais référence, par exemple, à certaines études qui semblent suggérer que le syndrome de l'imposteur peut être généralement plus élevé chez les femmes que les hommes. Donc, j'aimerais que, premièrement, tu nous définisses un peu c'est quoi le syndrome de l'imposteur, puis est-ce que, selon toi, c'est vrai que les femmes sont plus touchées par ce syndrome par rapport aux hommes? Juste avant que je réponde à ta question, je dis toujours que l'enjeu des femmes ou même des personnes à la marge en général, c'est un serpent à deux têtes. Il y a à la fois des problèmes qui sont structurels, sociétaux, où on va parler justement de la question des discriminations systémiques, mais il y a aussi des barrières qui sont psychologiques, qui sont, on va dire, à l'échelle personnelle. Et donc, ce serpent à deux têtes, on doit travailler en même temps sur les deux, parce que si on travaille sur l'un, par exemple, ne va pas fonctionner sur l'autre. Donc, par exemple, si on donne de l'argent à des femmes entrepreneurs, des fonds qui sont disponibles, etc., et que finalement, elles sont pas prêtes à recevoir ou sont pas en capacité de prendre cette décision-là, les fonds vont rester là parce qu'elles seront pas en mesure de les prendre en considération. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est bien que tu as amené ce point, en tout cas que tu aies fait sur le récapitulatif comme ça me permet d'apporter une nuance sur ça. Donc maintenant, pour revenir à ta question sur la question du syndrome de l'imposteur, je suis contente que tu me poses cette question-là parce que
En fait, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet-là, j'ai jamais l'occasion vraiment d'en parler, mais j'ai pas, je vais tout de suite te dire, j'ai pas un avis très positif sur la question du syndrome de l'imposteur, en fait, pour plusieurs raisons. J'ai l'impression que on a tendance un peu à diagnostiquer le syndrome de l'imposteur très facilement et à tort chez les femmes, mais on peut en parler. Donc, merci de me donner l'occasion d'en parler. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre, en fait, le syndrome de l'imposteur est né dans les années 70, en fait. C'est qu'il y a deux psychologues elles ont étudié des femmes qui performaient dans leur domaine, en fait, qui étaient vraiment des femmes exceptionnelles dans leur domaine. Et puis, elles ont essayé de comprendre, en fait, comment elles agissaient dans ces milieux-là, comment elles se comportaient, comment elles sont arrivées à ça. En fait, tout simplement pour définir c'était quoi le rôle d'une femme qui réussissait. Parce qu'il faut comprendre, dans les années 70, on est post-révolution, on va dire, des droits des femmes, etc. Donc, on est là dans la création de nouveaux modèles de femmes. Donc, les femmes arrivent dans des sphères dans lesquelles on ne les attend pas. Donc, elles vont plutôt étudier ces femmes-là dites exceptionnelles et de comprendre, en fait, comment elles naviguent dans ces milieux-là. Et ce qu'elles ont constaté, c'est que malgré qu'elles étaient dans ces positions-là, il y avait des moments où elles doutaient. Et c'est important ce mot de douter. En fait, il y avait des doutes sur leur capacité de gérer peut-être leur vie familiale, de gérer, de livrer, etc. Et en fait, elles ont donné le premier nom du syndrome de l'imposteur, c'était le phénomène d'imposteur. Et dans ce phénomène d'imposteur, encore une fois, on comprend que c'est par moment, que c'est une situation, que c'est, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu beaucoup d'études. Aujourd'hui, même on est donc au mois de mars, je pense qu'il y aura forcément une conférence dans laquelle on va inviter les femmes à déconstruire ou à briser leur syndrome de l'imposteur, etc. J'en doute pas. Alors qu'en réalité, en fait, c'est une question de doute, de moment. Et pourquoi ce doute-là? Et en fait, moi, je dis que le syndrome de l'imposteur a tendance à individualiser et aussi à pathologiser un peu par le mot syndrome, en plus de l'imposteur, qui est difficile de ramener ça à l'échelle de la femme sans vraiment questionner l'environnement de travail dans lequel on est. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit, nos croyances, en fait, sont construites par l'environnement dans lequel on est. On a tous et toutes des moments de doute dans notre carrière, etc. Et à la seule différence, c'est que les hommes, quand ils arrivent dans le milieu professionnel, qu'ils arrivent par exemple dans l'évolution de leur carrière, les doutes sont vite effacés parce qu'ils ont des modèles qui vont confirmer qu'ils sont dans la bonne direction. Donc, contrairement à des femmes, comme elles n'ont pas de modèle, donc le doute de savoir est-ce que je le fais bien ou pas se persiste. Moi, on m'arrive souvent de me demander est-ce que moi, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu le syndrome de l'imposteur? Non, j'ai eu des moments de doute, mais même si on va dire le syndrome de l'imposteur, bah, c'est jamais quelque chose de fixe, en fait. Tout dépend de la situation, tout dépend du moment. Et je pense que pourquoi c'est important qu'on adresse ça? Parce que si on continue à dire aux femmes très facilement, tu as le syndrome de l'imposteur, mais en fait, elles incorporent ça comme une sorte d'identité, de dire, bah oui, surtout quand on voit Michelle Obama, Hillary Clinton, tout ça, parler de ça en disant, oui, j'ai subi le syndrome de l'imposteur. Donc, elles incarnent ça comme une identité et de se dire, bah en fait, ça fait partie de moi, j'y peux rien. J'arrive pas à travailler sur ça. Alors que si aujourd'hui on déconstruit et on se dit, OK, ben en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est pas vraiment un syndrome, c'est un phénomène d'imposteur qu'on peut retrouver, mais que finalement, ce syndrome-là ou cette chose-là, c'est plutôt des moments de doute dans lesquels tout le monde a un travail à faire. Et c'est pour ça que au début, j'ai aimé qu'on t'a rappelé en disant, OK, il y a des éléments de notre société qui sont importantes, mais il y a aussi des éléments, on va dire, de notre comportement à l'échelle individuelle qui sont importantes. Et c'est là où je reviens, ce serpent à deux têtes. C'est important qu'on travaille les deux en même temps. Et dans le cadre du syndrome de l'imposteur, il faut qu'on travaille à la fois sur notre environnement de travail, mais aussi d'apporter aux femmes, pas forcément de les réparer, mais de dire en fait que assume peut-être la forme de leadership que tu vas avoir, ou etc., ou enlève les doutes, ou peu importe. Mais voilà, c'était un peu mon moment à moi où j'ai eu l'occasion de parler du syndrome de l'imposteur. Donc, merci pour cette occasion. Écoute, c'est vrai que le mot syndrome, Taïsa, ça sonne un peu quasiment maladif. Donc, je m'en excuse en avance, mais je vais parler d'un autre syndrome que j'ai vu dans mon lecture. Mais mon but ici de poser les questions, c'est moi aussi d'apprendre sur le sujet de quelqu'un comme toi, qui s'y connaît beaucoup plus que moi. Dans mes préparations au podcast, j'ai vu dans mes lectures un autre syndrome qui a été identifié par des psychologues. Syndrome, une limite mentale, si on peut l'appeler comme ça, à la place d'utiliser le mot syndrome. Mais C'est un syndrome. C'est plus facile pour la compréhension. Exact, exact. Ben, c'est les termes utilisés dans les littératures sur le sujet. Ils appellent ça le syndrome de la tiare. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste? Je n'aime pas trop le syndrome de la tiare. Je préfère utiliser le syndrome de la bonne élève ou du bon élève. Comme un autre terme pour le même... Pour la même chose, OK, exactement. je comprends. Ça veut dire exactement la même chose. En fait, le syndrome du bon ou de la bonne élève, en fait, c'est plus représentatif de l'enjeu qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés qui valorisent la méritocratie.
Ça veut dire que si tu travailles fort, bah, tu as une récompense, etc. Donc, ça commence dès l'école. Tu travailles bien, tu fais tes efforts, on te donne une bonne note, il y a un classement social, etc. Donc, on grandit avec cette idée-là. Et il y a un excellent livre qui parle de ce sujet-là, ça s'appelle Les règles du jeu par Clara Mollet, où justement, elle parle que le monde professionnel n'est pas une extension de l'école. Et en fait, beaucoup d'entre nous, surtout les femmes, en fait, comme on doit toujours être propre sur nous, bien se comporter, avoir de bonnes notes, parler gentiment, etc. Donc, on nous socialise à être justement cette bonne élève. Quand on arrive dans le milieu du travail, ce qui se passe, c'est que on s'attend à ce que nos efforts soient reconnus, puisque à l'école, si on travaille bien, on a des récompenses. Donc, on s'attend à ce que dans le milieu professionnel, ça soit la même chose. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de femmes, elles vont appliquer les règles, elles vont être la bonne élève, mais finalement, ça va pas être récompensé parce que le milieu du travail ne fonctionne pas comme ça. Donc, dans le fond, une femme peut être très compétente, elle travaille fort, elle livre les résultats, mais ça ne veut pas nécessairement dire, même si on est dans une société qui devrait, où la méritocratie prévaut, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va être reconnue ou va recevoir la promotion méritée, là. Exactement. Et c'est là où on voit que le modèle de la méritocratie ne fonctionne pas pour tout le monde, en fait. Et c'est exactement ça, en fait, quand on parle du syndrome de la tiare, mais moi, je pense que c'est plus représentatif, le syndrome de la bonne élève, c'est exactement ça. Et ça arrive beaucoup chez les communautés racialisées, que ce soit homme ou femme, c'est ce côté de dire, ben, on doit fournir 2 fois plus d'efforts, on doit bien se montrer, bien faire son travail, etc., et que on va être reconnu, sauf que c'est pas toujours le cas. Donc, le monde du travail, c'est une société à part entière. En fait, elle a ses propres règles. Et je pense que, on doit apprendre ces règles. Et c'est justement dans ce livre, donc, Les règles du jeu de Clara Mollet, elle explique exactement, en fait, quelle est la différence entre, en fait, c'est quoi les règles dans le monde du travail? Donc, la question de montrer sa valeur, de reconnaître quelle est sa valeur, de montrer sa valeur, etc., est beaucoup plus importante. Et aussi, à quel moment on montre sa valeur, à qui on montre sa valeur, est tout aussi importante. Il suffit pas juste de faire le travail et puis de se dire qu'on va recevoir justement cette augmentation. C'est très anecdotique, là, mais des fois, je parle avec des amis, puis ils sont comme, j'ai pas eu la promotion, puis quand je suis allé voir mon supérieur, je lui ai parlé de la promotion que j'aurais dû avoir, que je méritais. Il était d'accord que je le méritais, mais il disait, ah, mais je savais pas que tu le voulais, tu m'en as jamais parlé. Puis des fois, c'est mesquin, mais des fois, c'est vrai aussi. Les gens, il faut le dire, il faut le demander, il faut le mettre sur la table. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et puis là, je parle pas d'homme ou de femme. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Est-ce qu'on doit encourager tout le monde de non seulement faire un bon travail, mais aussi réclamer de manière professionnelle et diplomatique, mais de laisser savoir, de réclamer ce qu'ils pensent qu'ils méritent? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire, selon toi, pour ne pas manquer des opportunités, en fait? Ah, mais oui, c'est pour ça que je préfère beaucoup le fait de parler du syndrome du bon ou de la bonne élève, parce que c'est ça, en fait, c'est de se dire, OK, ça suffit pas d'être une bonne élève pour avoir la récompense. En fait, faut demander, il faut présenter sa valeur, parce que parfois aussi en face, la personne ne va pas voir qu'il y a de la valeur, donc il faut aussi savoir se présenter sur ces valeurs-là. Il faut savoir aussi demander, mais en effet, et quand on regarde bien aussi, le monde scolaire ne nous prépare pas à ça. Donc oui, bien sûr. Puis justement, on utilise promotion comme un exemple, Thaïssa, mais ça nous arrive souvent là qu'on parle avec notre entourage ou des amis proches, un nouvel emploi, on doit négocier notre salaire. Il y en a par leur nature, ils négocient tout le temps. Il y en a qui se sentent un peu gênés de négocier, ils veulent pas créer un malaise. Encore une fois, c'est le sujet d'aujourd'hui. Quand on lit des articles sur Internet sur le sujet, qu'on fait des recherches sur le sujet, la littérature, quand je dis la littérature, les articles que les gens écrivent tendent à dire que les hommes ont tendance à plus négocier leur salaire que les femmes. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est tout lié avec les différents syndromes ou limites mentales qu'on vient de parler là, mais est-ce que selon toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ah oui, c'est totalement vrai. Encore une fois, tout ce qui est dans le milieu professionnel, c'est facile à quantifier et à montrer parce que bah, c'est plus facile à remonter des données. Mais oui, les femmes demandent moins d'augmentation par différentes peurs, par différentes croyances, etc. Toutes les choses dont on a parlé avant. Donc oui, ça, c'est un phénomène qui est un fait. Et moi, en fait, ce que j'ai remarqué, moi, dans mon parcours professionnel, ce qui s'est passé, c'est que moi, en lisant des livres, en lisant justement toutes ces stratégies on va dire, de demande d'augmentation qui étaient écrites par des hommes, en fait, ça fonctionnait pas pour moi. Ah ouais, je comprends. Donc, c'est pour ça que même si je demandais, mais que c'était pas de la bonne façon, parce qu'encore une fois, en face, ben, la personne n'est pas adaptée, bah, je ne recevais pas. Voilà, c'était quand même mal perçu, même si je demandais gentiment, etc. Donc, aujourd'hui, je suis contente qu'il y ait de plus en plus de femmes
qui mettent en place des stratégies, qui réfléchissent à ça. Donc, la question, c'est de se dire aussi, les femmes ne demandent pas une augmentation de la même façon, en fait. Et ça, c'est un fait, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et puis, il faut dire aussi qu'en face, on s'attend pas à ce que ça soit demandé de la même manière. On peut pas arriver en disant, je veux 15 000 $. Quoique, il y en a certaines qui le font, et ça, c'est très bien, mais toutes n'ont pas cette capacité-là. Et surtout, d'avoir quelqu'un en face, de dire, waouh, en fait, d'avoir cette femme qui a de la niaque, qui veut de l'argent, etc. Il faut vraiment avoir quelqu'un en face qui soit ouvert d'esprit, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas le faire. Il y a plein de stratégies dans lesquelles on peut toujours tirer un bon avantage pour aller récupérer justement ces 1 $ pour avoir 1 million. Ben, parlons-en justement, Taïssa. Quelles suggestions, conseils que tu as pour les femmes sur comment négocier leur salaire avec confiance ou pour avoir ce qu'elles méritent, ce qu'elles veulent et méritent, en fait? Ouais, je peux donner 4 stratégies. Il y a tellement de choses, mais je pense qu'il y en a 4 qui me viennent en tête et je trouve que c'est vraiment important. En fait, la première, c'est vraiment de déconstruire l'idée que la négociation, c'est un sport de combat, en fait. On a cette idée qu'on doit partir à l'affront, alors qu'en réalité, c'est juste une proposition de collaboration et que la négociation commence à partir du refus. C'est comprendre ça, que la négociation commence à partir du non, est déjà énorme. Donc, la première étape, ça serait de déconstruire donc, la négociation est un sport de combat. Non, c'est une collaboration. Et le deuxième point, c'est de penser à 360 degrés, en fait. Ne pas penser uniquement salaire. Penser, en fait, quelle est l'évolution qu'on veut avoir, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que son environnement de travail soit meilleur, etc. Donc, s'autoriser en fait à demander toutes ces choses-là, en tout cas à réfléchir, que ça soit sur les formations, ça peut être sur un bureau, toutes ces choses-là finalement ne sont pas à minimiser en fait. Peut-être une meilleure couverture santé pour sa famille, peut-être voilà. Donc toutes ces choses-là sont négociables. En effet, après il y a le salaire, il y a les parts d'entreprise, il y a les bonus, il y a l'aspect monétaire qui est important. Tout ça, c'est les choses qui nous viennent au début. Mais de penser aussi à long terme, tout ce qu'on pourrait avoir comme matériel, comme peut-être rajouter quelqu'un dans son équipe, avoir, tu sais, on minimise, mais demander à ce qu'on ait peut-être une personne qui travaille avec nous pour nous aider, pour répartir les tâches, bah, c'est énorme en fait. Ça nous dégage du temps, ça nous dégage du stress, etc. Et ça, c'est bien souvent quand c'est bien présenté, bah, c'est plus facile d'avoir un oui en fait, parce qu'on est dans la collaboration, parce qu'on est dans le nous. Et c'est ça en fait que bien souvent, les personnes oublient quand elles négocient, elles pensent que c'est moi contre eux, alors que non. L'objectif, c'est de former un tout. Et troisième point, c'est vraiment de montrer sa valeur. Ça, c'est un point important parce que même pour nous, en fait, on se rend pas compte de nos réalisations. C'est difficile, on a la mémoire courte nous-mêmes quand on réalise des choses, ben on oublie. Donc, imagine la personne en face, donc où il y a toute une équipe à gérer, etc. Où chacun, justement, comme tu disais, chacun a des affinités. Le milieu du travail, c'est un peu comme tout le monde fait un peu de la politique, tout le monde vient, c'est normal, C'est une petite société, là. c'est ça, c'est le jeu. Donc moi, je dirais, donc troisième étape, c'est vraiment de montrer sa valeur et pour ça, c'est de tenir un journal. S'il y a un client qui vous a fait un retour, de sauvegarder le retour positif qu'il vous a fait, même les retours négatifs. Si par exemple, il y a quelque chose, vous avez reçu un retour négatif, de montrer en fait comment vous avez fait pour vous améliorer. Ça aussi, c'est très bien reçu. Donc toutes ces choses-là, de vraiment le noter. Toutes les réalisations, ouais. Les réalisations, les échecs, comment vous avez surmonté, les apprentissages, parce que finalement, c'est vraiment, ça vaut de l'or. Et même pour se vendre plus tard, si on décide de partir de l'entreprise, avoir ce carnet-là, ça nous permet en fait de voir, de dire, OK, ben, je suis prête à peut-être avoir un poids supérieur parce que j'ai accompli ça. Et c'est aussi plus facile à démontrer. Et puis la quatrième étape, en tout cas le quatrième outil que je pourrais donner, c'est apprendre à gérer le refus avec assertivité, en fait. Donc, comme j'ai dit, la négociation commence à partir du refus. Et donc, à partir du moment où on se dit, OK, ben, en fait, là, la négociation va commencer. OK, on m'a refusé pour le fait que vous avez pensé à 360 degrés. Donc, vous avez plusieurs possibilités. On m'a dit non pour l'augmentation de salaire. Mais qu'en est-il pour justement avoir quelqu'un dans l'équipe? Qu'en est-il de la formation? Est-ce qu'on peut se revoir dans 3 semaines ou dans 3 mois? Ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à cette étape-là? Donc, c'est vraiment avec assertivité et proactivité, je rajouterais même. Et je pense que même pour soi, ça renforce en fait la confiance. Et je me dis qu'on a juste envie de recommencer parce que vous allez voir une fois que la négociation commence et que vous avez les outils qui sont en place, en fait là on peut continuer à aller dedans. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on commence à négocier, ben, c'est plus facile de continuer. Et puis La prochaine fois, puis ouais. Exactement, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, donc c'est généralement ce qui nous freine, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut et on n'est pas certaine de ce qu'on vaut, donc c'est difficile. Et puis une fois qu'on présente, ça devient plus simple. Puis là, on vient de parler de négociation de salaire. Taïssa, on a parlé beaucoup d'écart salarial plus tôt. On le sait, là, dans les médias, dans la littérature sur le sujet, on entend souvent, justement, les inégalités salariales, les hommes et les femmes, mais
il y a une inégalité qu'on entend moins, qui est aussi sociétale, là, mais qui peut être peut-être très important ou même plus important, c'est l'écart, l'inégalité de patrimoine. Peux-tu nous en dire un peu plus? Waouh, merci vraiment de souligner ce point-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'inégalité de richesse entre les hommes et les femmes, on va s'attaquer uniquement à la question de salaire. Mais en effet, la question de salaire est importante. Mais pour moi, le vrai combat, en fait, quand il s'agit d'inégalité, en tout cas de l'accès à l'autonomie économique des femmes, c'est vraiment la question de, OK, c'est important de combien on gagne, mais c'est important de combien on arrive à garder sur le long terme, en fait. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, comme on a vu au début, de petit à vieille, on va dire dès qu'on vieillit, on perd notre pouvoir économique à différentes façons, mais aussi on dépense de l'argent, tout nous coûte plus cher à différents niveaux. Et je pense que la question aussi du patrimoine est importante en fait quand on en parle, parce que c'est finalement là où il y a la plus grosse inégalité, où il y a une opportunité de rattraper ce retard et que finalement il ne fait que se creuser. Donc en fait, pour juste comprendre très rapidement, faire la distinction entre les deux, quand on parle de salaire, en tout cas de distinction salariale, en tout cas voilà, d'écart salarial, c'est vraiment on parle du flux du salaire. Tu gagnes combien, lui il gagne combien, c'est vraiment ce qui rentre. Et la question du patrimoine, en fait, c'est vraiment ce qu'on possède. Qu'est-ce qu'on possède qui a de la valeur capitale et que surtout on peut transmettre à un moment donné ou qui nous permet en fait de continuer à générer un revenu. Et sur cette question de création de patrimoine, il y a deux façons de le faire. C'est soit par accumulation, donc on a de l'argent, on accumule, on investit et puis on se crée un patrimoine, ou par l'héritage. Donc ça, c'est les deux points. Et pourquoi je précise ces deux points-là? Parce qu'ils sont très différents et finalement, à deux niveaux, il y a des discriminations qui sont distinctes mais qui sont importantes d'en parler. Dans le premier cas, c'est-à-dire de l'accumulation du capital, aujourd'hui, ce qui se passe en fait dans les discriminations qu'on peut avoir, c'est surtout par rapport à la structure qu'on considère aujourd'hui faire famille. On ne fait plus famille comme on faisait avant. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on se marie moins et en plus, on se sépare plus. Ça, c'est le premier point. On vit beaucoup en union libre et même quand on se marie, on est beaucoup dans la séparation du patrimoine. Chacun construit son patrimoine. Et ce qui se passe, en fait, c'est que dans cette logique-là, de chacun construit son patrimoine, il y a Titu Lecoq qui parle d'une théorie, c'est la théorie du pot de yaourt. C'est-à-dire que les hommes vont dépenser de l'argent, donc quand il y a la répartition des dépenses, ils vont dépenser de l'argent ou prendre en charge les grosses dépenses, la voiture, etc., et son patrimoine, toutes ces choses-là, les grosses dépenses. Et les femmes, c'est là qu'on revient sur la question de l'économie familiale, vont prendre en charge les courses, le pot de yaourt, etc. Sauf qu'arrive le moment de la séparation. Donc là, je parle vraiment je prends l'exemple d'un couple hétérosexuel pour simplifier les choses parce que aussi les données sont plus faciles dans ce sens-là. Donc au moment de la séparation, l'homme qui a en effet payé la voiture, qui a montré que lui a payé la voiture, etc., va repartir avec ce bien, ce capital ou même l'appartement, etc. Eh ben, le pot de yaourt, c'est beaucoup difficile en fait parce que c'est périssable, c'est beaucoup difficile en fait à générer un capital dessus et même de prouver. Et d'ailleurs, là, en janvier, il y a une étude de l'INRS qui justement au Québec, la première étude sur l'écart de patrimoine entre les hommes et les femmes au Québec qui est sortie. Et on peut voir déjà dans les couples mariés, il y a déjà un écart jusqu'à 2,4. En fait, un homme possède 2 fois plus de patrimoine qu'une femme dans le même couple marié. Donc, vous voyez, donc la structure, dans le premier cas de l'accumulation de capital, ben, en effet, si on a moins d'argent de base et qu'on dépense sur des choses qui ne génèrent pas de la valeur, ben, en fait, au moment de la séparation, ben, ça se termine. Oui, et puis en plus, on le sait que là, on parle d'une famille, on va dire un homme et une femme qui ont des enfants. On le sait, même si les hommes sont un peu plus impliqués dans les tâches familiales, en moyenne, c'est encore plus les femmes qui supportent, qui ont tendance à travailler moins. Tu sais, tu l'as mentionné plus tôt, interruption de carrière due à la maternité, implication dans tout ce qui est les tâches familiales, les enfants. Donc, veut ou pas, tu sais, ça vient creuser l'écart aussi parce que même si on est ensemble, si nous, on travaille moins parce qu'on s'occupe de la famille, à moins qu'il y ait une entente entre les deux, c'est plus dur pour les femmes de continuer à accumuler le patrimoine au même niveau, là. Exactement. Tu marques un bon point. Et à l'arrivée d'un enfant, moi, ce que j'ai constaté dans les recherches que j'ai faites, c'est qu'à l'arrivée d'un enfant, ben, l'écart se creuse encore plus parce que si la femme travaillait, c'est généralement son salaire à elle qui est supprimé pour justement s'occuper de la famille. Et tout le travail invisible des femmes aujourd'hui, on est alerte sur ces points-là, ben, en fait, n'est pas comptabilisé, n'est pas pris en compte. Et tout ça, en effet, vient rajouter une nouvelle couche de précarité, en tout cas au sein de la femme. Ouais.
Ceci étant dit, tu as mentionné les couples mariés, juste pour que les gens puissent aller s'informer. C'est sûr qu'il y a certaines protections. Quand on n'est pas marié au Québec, il n'y a pas beaucoup de protections en cas de séparation, en termes de séparation d'actifs. Mais quand on est marié, il y a le patrimoine familial et des règles de régime matrimoniaux qui viennent s'appliquer, qui fait qu'il y a une certaine séparation. Mais quand on se marie ici au Québec, selon le Code civil, dans les règles matrimoniales, si on a choisi un régime de séparation de biens, là, ça peut venir faire qu'il n'y a pas une séparation proche de l'équité qui se fait, là, mais quand on n'a pas choisi ce régime-là, ça devient quasiment moitié-moitié dans la séparation. Mais j'invite les gens qui veulent en savoir plus à communiquer avec justement des experts légaux, là, s'ils veulent en savoir plus de ce côté-là, parce que c'est assez complexe. Il y a une protection légale. Surtout en plus au Québec, il se base beaucoup par tout ce qui s'est passé avec le Code civil napoléonien, etc. Donc, est considéré comme une sorte d'innovation. Donc, en effet, du point de vue légal, il y a beaucoup de structures qui sont faites pour protéger, mais dans la réalité, ça se passe pas toujours dans ce sens-là. Donc, il y a un livre qui est excellent pour ça, qui parle justement, ça s'appelle Le genre du capital, qui a été écrit par Céline Bessière et Sybille Golac, donc deux chercheurs qui parlent justement sur la question du genre du capital. Elles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont parties en fait comprendre comment au moment de la séparation, comment dans les structures justement juridiques, etc., comment les discriminations étaient faites en fait. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais dans la question de succession, donc déjà, quand on parle de capital par héritage, généralement, quand on lègue de son vivant, bien souvent, on va donner les biens structurants qui génèrent du capital, encore une fois, de manière inconsciente, à son fils. Comme par exemple l'entreprise, le parc immobilier. Exactement, parce qu'il est en capacité de gérer, il y a encore une fois cette mentalité qu'il est en capacité de gérer, etc. Et la fille, généralement, elle reçoit dans son nouveau foyer, c'est les mariés, etc. Dans la logique, faut pas oublier, ça fait à peine 60 ans qu'il y a une libération financière des femmes, donc, mais les schémas mentaux sont encore là. Donc, il y a déjà ces points. Il y a même une série, quand on regarde bien pour voir la structure, comment ça fonctionne, c'est la série Succession. Je sais pas si les gens sont fans de ça, mais dans la... J'adore cette série-là. C'est faux, mais je vois où tu veux. Parce que dans le fond, c'est 3 frères et une sœur, puis qui reçoit quoi. Ouais. Exactement. Donc là, on voit bien, cette série-là montre bien les dynamiques dans les familles fortunées, parce que ça aussi, quand on a un héritage, c'est parce qu'on a de l'argent pour le faire, et à distribuer en tout cas. Donc dans cette famille fortunée, on voit bien les dynamiques qui se jouent. À aucun moment la question de la fille, et on voit bien qu'elle est compétente pour le poste, elle a tout ce qu'il faut pour atterrir, mais son père ne voit pas la possibilité qu'elle puisse reprendre justement le patrimoine, l'entreprise, etc. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand on ramène ça à une échelle, on va dire, qui soit plus réelle pour nous, même à l'échelle, par exemple, dans les bureaux des notaires, etc., on se dit, il y a un cadre légal. Et ce qu'elles montrent dans leur livre du genre du capital, c'est qu'en effet, il y a un cadre légal, mais dans l'application, le rôle d'un notaire, c'est justement le consensus familial, c'est la paix familiale. Non, mais c'est aussi d'assurer qu'il y a en anglais, c'est equalization, là, il y a une égalité. Une égalité, mais c'était pas une équité, mais c'est une égalité. Donc, comment qu'ils font, c'est que si chaque enfant doit recevoir 3 millions, ben, dans les schémas inconscients, comme tu dis, certaines familles vont avoir tendance à donner l'entreprise qui vaut 3 millions, on va dire, au fils. Puis après, ils vont donner des bijoux ou même de l'argent, le liquide, qui est de l'argent, mais ça ne change pas que tu donnes l'argent à ta fille de 3 millions, à moins que c'est vraiment bien investi. Puis oui, ça peut générer, on va dire que c'est bien investi, puis ça génère un certain pourcentage, 6-7% par année. L'entreprise, ça commence à faire des ventes de plusieurs millions de dollars l'année d'après, tout de suite, puis peut être revendu avec une valeur plus élevée. Donc, on s'entend que ce n'est pas le même type d'actif, même si à la distribution ou au décès, du moins, la valeur, c'était 3 millions, 3 millions. Donc, des fois, on voit des égalités comme ça que les notaires font. Donc, sur papier, légalement, c'est correct, mais le type d'actif, c'est 2 types d'actifs différents, là. Voilà, tu as tout résumé. C'est exactement ça. Bon, ben, j'ai bien compris. Mais c'est quand même intéressant de voir parce que, encore une fois, moi, j'aurais pas ce problème-là si c'était dans mon inconscient parce que j'ai 2 filles, mais c'est fou de voir qu'on demande à n'importe quel parent, est-ce que tu aimes tous tes enfants? Ils vont dire oui, mais après, c'est à ça qu'on touche depuis le début, Taïssa, puis je trouve ça fascinant. C'est les petites décisions qu'on fait, c'est ça qu'on s'en rend compte. C'est fou. Puis après, ça vient contribuer à ce problème-là qui existe autour de nous, ce problème sociétal. Exactement. Donc, pour résumer, pour faire très simple, on pourrait parler des heures sur ça, mais pour faire simple, on a résumé principalement, c'est quoi les enjeux sur l'écart de patrimoine entre les femmes et pourquoi en fait c'est important qu'elles en prennent conscience parce que
à la fois, c'est justement de demander, de comprendre, en fait, sans forcément comprendre les structures juridiques de comment ça fonctionne, mais de se dire, OK, dans la répartition de biens, est-ce que j'ai un bien qui génère de l'actif, etc. Est-ce que ça me permet, et je reviens à la phrase de combien on garde sur le long terme? Est-ce que dans X années, j'aurai la possibilité d'avoir encore ce cash, etc. Et si je suis mariée, comment cet argent-là, mon argent, mon patrimoine intègre le pot ou le contexte familial, etc. Donc, c'est des questions qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est important. Merci d'avoir souligné tous ces points-là. Pour continuer là-dessus, Thaïssa, on parle de richesse, de patrimoine, comme tu viens de dire, comment ça se bâtit dans le temps. Moi, en tant que gestionnaire de portefeuille, c'est sûr que dès qu'on parle de patrimoine et de richesse, oui, il y a les entreprises, l'immobilier, mais je pense automatiquement placement, investissement. Donc, laisse-moi te poser une question que je suis curieux de savoir c'est quoi ton opinion. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont les femmes et les hommes abordent l'investissement, quand on parle d'investissement boursier ou de placement financier? Donc, oui, je pense que là maintenant, c'est plus une surprise. Oui, on aborde différemment parce que on nous parle d'argent différemment, donc c'est normal qu'on approche différemment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le fait que dans les médias, les représentations, le mode de pensée masculin prédomine, donc les stratégies financières qui sont en place, on va vouloir les appliquer de la même façon, c'est-à-dire investir dans les parcs immobiliers, etc. Et donc, quand on analyse ça, on se dit, ah, mais les femmes, elles sont plus sensibles aux risques, elles aiment pas trop, etc. En fait, moi, ce que je constate aussi, c'est que quand on donne l'opportunité aux femmes de juste d'élargir sur les possibilités d'investissement, on se rend compte que c'est pas qu'elles sont moins sensibles au risque ou qu'elles sont plus sensibles au risque, pardon, c'est qu'en fait, on a des critères. Déjà, on n'investit pas pour la même raison. Encore une fois, on investit rarement pour soi, on investit pour les autres. Ce que je constate aussi, c'est que quand la femme n'a pas un pourquoi commun, généralement, ça la motive pas à investir. Ok, la question de la peur, oui, elle a peur de plus tard, etc., pour la retraite, mais de façon générale, à chaque fois, il y a un objectif commun. Je veux léguer ça à ma famille, je veux aider mes parents, etc. Donc, il y a toujours un objectif commun. Donc, c'est toujours sur le long terme. Et le retour sur investissement, donc les critères vont être différents, en fait, puisque elles sont là pour jouer différemment. Donc, moi, je me dis que aujourd'hui, on a des éléments sur lesquels les femmes investissent comme les hommes, même si on ne parle pas de la même manière. Mais je pense que dans le futur, l'idée, ça serait vraiment que les femmes, en fait, puissent investir. En fait, il y aura des nouveaux modèles et que les femmes vont prendre encore plus en plus de place sur l'investissement. Et on verra d'autres formes d'investissement, que ce soit dans le luxe, que ce soit dans l'impact social, etc. Donc, je pense que les modèles d'investissement, les femmes, elles ont un grand rôle à jouer dans ça et je pense que ça va être plus ça la différence plus tard. Ben, j'espère justement que le modèle des femmes va jouer de plus en plus un grand rôle parce que j'aimerais partager des données que j'ai trouvées. En fait, les femmes sont de meilleurs investisseurs que les hommes en termes de rendement. Juste pour qu'on le dise, là, parce que je sais que nous, les hommes, on pense des fois, on a une tête grosse, là. On pense qu'on est bon dans tout. Il y a plusieurs études qui l'ont montré. Je vais juste en mentionner quelques-unes, juste pour que ça soit clair. Il y a Fidelity, grande firme de placement, qui a fait une étude sur 5 millions de comptes. Puis ça, c'est une étude en 2021. Puis ils ont vu que les femmes ont superformé les hommes de 0,4%. Donc là, c'est sûr que les gens, des fois, se disent 0,4%, ça se présente pas mal. Ben, il y a d'autres études. Il y a le Warwick Business School en Londres qui a analysé 2800 investisseurs. Puis ils ont vu une surperformance des femmes par rapport aux hommes de 1,8%. Puis après, il y en a plein d'autres, là. Dans le fond, toutes les études montrent à peu près la même chose. En moyenne, les femmes font mieux, mais même aussi quand il y a des baisses, hein, parce que quand il y a eu le crash de 2007 à 2008, donc la crise financière, la crise immobilière, il y a une banque allemande qui a fait une étude sur 500 000 portefeuilles, puis ils ont vu que les femmes, pendant le crash, donc ça a baissé aussi pour elles, mais elles ont quand même, ça a moins baissé, en fait. Elles ont fait mieux de 4 à 6% par rapport aux hommes. Quand je regardais la recherche là-dessus, c'est sûr que dès que tu vois une recherche, dès qu'il y a une donnée, les chercheurs essaient de mettre une explication. Puis l'explication qu'ils mettent en moyenne, c'est que exactement ce que tu viens de dire, Thaïsa, les femmes investissent pour une différente raison. En général, en moyenne, c'est sûr que c'est des généralités. L'argent pour les femmes, ça représente la sécurité, l'indépendance pour elles et leur famille. Elles veulent en général, encore une fois, que ça soit bien géré de façon responsable. Elles ont tendance à être plus patientes. Donc, elles focusent sur le long terme. Donc, je répète tout ce que tu viens de dire. Elles ont tendance à être plus diversifiées parce que justement, elles ne veulent pas prendre des risques inutiles. Et puis, tu sais, des fois qu'on dit que les femmes prennent moins de risques, bon, certaines peuvent dire c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en général, ce que ça fait, c'est qu'elles ne vont pas se lancer en général dans des placements spéculatifs. On va voir beaucoup plus d'hommes parler de le Bitcoin, puis après les actions de Marijuana, puis après la saveur du mois.
Et puis, encore une fois, c'est des généralités, mais on va voir plus ça chez les hommes que les femmes parce que les femmes vont être moins tentées d'aller vers le spéculatif. Dans le fond, là, tout ce que je viens de mentionner, là, tous ces points-là, tous ces facteurs-là, pour tous les gens qui écoutent le podcast, vous le savez déjà, qu'on parle de femmes ou hommes, dès qu'on dit long terme, diversifier, éviter tout ce qui est spéculatif, être patient, ce sont les grands principes pour réussir en investissement en général, qu'importe le genre ou le sexe. C'est ça qu'il faut faire pour mettre les chances de nos côtés pour avoir de meilleurs rendements à long terme. Tandis que les hommes, eux, en moyenne, ils vont associer l'argent au pouvoir, à la compétition. Tu vas entendre plus d'hommes dire hey, je suis en train de trader, j'ai acheté Nvidia, j'ai acheté Amazon, puis je l'ai vendu, puis j'ai fait 10% de rendement. Donc ça, on le sait, en investissement, plus qu'on fait des transactions, plus qu'on essaie de sauter sur ce qui est à la mode, plus qu'on prend des risques, bien, éventuellement, à long terme, on a plus de chances de faire des pertes. Donc, on va faire un peu moins de rendement en moyenne. La barrière d'entrée, on va dire, de commencer à investir, elle est très forte. La peur, elle est très intense chez les femmes. Mais à partir du moment où elles dépassent cette barrière, elles excellent parce qu'en effet, elles ont un vrai pourquoi. Et même dans la gestion émotionnelle, au moment des baisses, etc., elles arrivent à se raccrocher, en tout cas de ce que je vois dans mon entourage et même moi à titre personnel, on arrive à se rattacher au pourquoi on est en train de le faire, la raison. Donc c'est pour ça la question de la patience, la question de OK, non, mais je sais pourquoi je le fais. Mais le plus dur, c'est vraiment de dépasser la barrière de commencer chez les femmes, qui est beaucoup plus simple chez les hommes, en fait, de dire ils se lancent et il n'y a aucun problème, alors que les femmes, elles ont plus de contraintes, en tout cas plus de peur à commencer à investir. Oui, et une autre chose que je vais mentionner, que ces études-là, en fait, ont mentionné par rapport à tout ça, c'est, on revient encore du côté des risques. C'est sûr qu'en général, encore une fois, il y a une perspective différente par rapport aux risques, hein. Puis, ce qui peut arriver, comme vous savez, quand vous vous asseyez avec votre conseiller, il y a toujours toutes ces étapes où on s'assoit, on nous demande un peu c'est quoi notre tolérance au risque, si le marché baisse de temps, est-ce qu'on est à l'aise avec ça, pour un peu déterminer est-ce qu'on va avoir un portefeuille, par exemple, 100% en actions ou un portefeuille plus conservateur. Ben, ces études-là, en général, qu'est-ce qu'ils voient, c'est que en général, en moyenne, il y a des femmes qui ont tendance à aller vers un portefeuille un peu plus conservateur. Puis des fois, c'est juste à cause d'un manque d'informations, à cause que c'est pas le domaine. Il y a besoin de plus, comme tout le monde, on a besoin plus de littératie financière pour comprendre c'est quoi l'impact d'avoir un portefeuille 100% d'actions. Mais c'est important de comprendre ça parce que ce soit une femme ou un homme, mais on va focuser sur les femmes, avoir des placements trop conservateurs, ça entraîne en fait des rendements plus faibles à long terme. Puis ça va avoir un impact sur le patrimoine qu'on bâtit parce que c'est le sujet là, à long terme. Ça peut avoir des graves répercussions parce qu'en fait, on l'a dit plus tôt, là, à la retraite, il y a différentes raisons, mais aussi qu'on reste sur le côté placement. Les femmes, en général, ont un patrimoine de retraite d'environ 80% de celle des hommes. Donc, il faut vraiment qu'on s'assure, du moins du côté placement. Ça, c'est quelque chose qu'on contrôle. Qu'on a le bon portefeuille, la bonne répartition d'actifs. Puis si ça correspond à notre profil, qu'on prenne les risques appropriés, là, diversifier, qu'on aille chercher tous les rendements qu'on a besoin pour accumuler le patrimoine qu'on a besoin pour la retraite. Parce que, tu l'as mentionné plus tôt, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus de capital accumulé quand on commence notre retraite. Parce qu'en moyenne, on a une plus longue expérience de vie. Exactement. Donc, Taïssa, on a parlé de beaucoup d'argent, on a parlé de revenus, de patrimoine qui est le côté actif, mais on le sait, la façon qu'on dégage une marge dans notre budget, c'est nos revenus moins nos dépenses. Donc, il faut qu'on touche un peu aux dépenses, mais juste rapidement, là, on le sait, là, il y a la fameuse croyance populaire quand on parle de dépenses que les femmes sont plus dépensières que les hommes. On va adresser ça tout de suite, Taïssa. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je pense que tu connais déjà les réponses. Ah, C'est un mythe. Complètement un mythe. Complètement un mythe. Non, mais pour qu'on puisse comprendre un peu comment ça s'est construit, c'est tout simplement la culture populaire qui l'a construit. On est un peu dans l'économie d'après-guerre. Donc là, il y a la naissance, en fait, du marketing qu'on connaît aujourd'hui. Donc avec le fameux livre, La Propaganda de Edward Bernays, justement, qui dit, en fait, OK, on est dans une économie qu'il faut stimuler, qu'il faut pas s'attendre à ce que les gens aient besoin. Pour acheter quelque chose, il faut créer le besoin. Et donc, on est dans cette économie-là de post-guerre. Donc, la femme au foyer devient justement la fameuse gestionnaire du ménage avec toutes les nouvelles technologies du foyer, etc. Donc, on va commencer à cibler les femmes à partir de ce moment-là. Et puis, ça s'est jamais arrêté. Après, on arrive dans les années 60 avec le mouvement féministe dans lequel on va faire le girl power, où on va vendre des produits dans lesquels les femmes peuvent s'émanciper à travers ces produits-là. Ah, par la suite, d'ailleurs, on voit bien Sex and the City qui va créer justement la femme dépensière qui achète
ses sacs, etc. Et à chaque fois, je me demande comment elle faisait pour vivre à New York et acheter tous ces sacs de luxe et ces chaussures. Mais voilà, c'est ce mythe-là qu'on va continuer à créer. Et puis aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, même si on parle de self-care, on va parler de routine, justement, du masque, de la bougie pour que la femme puisse se sentir bien. Donc, on a toujours ciblé la femme, ciblé le portefeuille de la femme dans le but d'une consommation. Et encore une fois, c'est toute une construction sociale. Donc, pour moi, je dis pas que les hommes et les femmes dépensent tout autant d'argent. C'est juste que on va plus s'attarder sur la question des dépenses des femmes que des hommes. Là, je pense que maintenant, vous avez compris que j'aime la pop culture. Donc, j'ai suivi un peu toutes les polémiques qu'il y a eu entre, au moment où il y a eu la tournée de Taylor Swift ou Beyoncé, de dire, mais ces femmes, elles sont folles de dépenser tout ça d'argent dans les vêtements, dans les tickets, dans les voyages pour aller voir des femmes chanter. Mais dernièrement, il y a eu le Super Bowl. Les hommes ont dépensé plus de 10 000 $ pour voir la finale. Personne n'a rien dit. Donc, à titre égal, les deux dépensent de la même manière. On est dans une société qui nous pousse, ou c'est presque une religion consommer. Donc, les hommes et les femmes consomment tout autant. On consomme juste pas de la même manière et on s'attarde tout simplement pas sur les dépenses des hommes, mais on aime bien titiller les dépenses des femmes. Je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, je travaille avec beaucoup de clients, des couples, hommes et femmes, puis ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de constance qui est le dépensier ou la dépensière du couple. J'ai des couples que c'est l'homme qui dépense et c'est la femme qui dit, écoute, il faut qu'on économise, il faut qu'on pense au futur. Et des fois, c'est vice-versa. Donc, c'est vraiment pas lié avec le sexe. Ça dépend vraiment qui on est en tant que personne. Oui, dans quel environnement on a grandi, pourquoi on dépense, en fait, dépenser de l'argent, c'est une réponse à quelque chose. Encore une fois, est-ce que c'est parce qu'on a vu que ça se passe comme ça, etc. Et ça n'a rien à voir, en effet, sur la question du genre, même si on veut le faire croire que les femmes doivent dépenser. OK, mais on parle de dépenses des femmes, puis ton livre m'a appris une réalité qui frappe les femmes, justement, dont je ne connaissais pas l'existence. C'est la taxe rose. C'est quoi ça? Peux-tu nous en dire un peu? Ouais, ça me brise toujours le cœur quand je vais à Jean Coutu et que je vois la différence de prix entre un produit marketé rose et un autre marketé bleu. En fait, la taxe rose, c'est pas vraiment une taxe qui est reconnue par l'État. En fait, c'est tout simplement Une expression? une expression pour dénoncer en fait la discrimination de tarification de produits de base basée sur le genre en fait. Et ça peut aller, on peut voir sur les jouets des enfants. Je pense que la prochaine fois que vous allez voir sur les jouets des enfants, si on veut prendre un cahier rose, ça va coûter plus cher que le cahier neutre qui est destiné aux garçons. On voit aussi sur les vêtements, par exemple, des bébés filles et moins qualitatifs que ceux des garçons, etc. Voilà, c'est toutes ces conceptions-là. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on parle de taxe rose pour dénoncer tout ça. Et c'est pour ça que je dis que l'importance, en fait, c'est pas de savoir combien les femmes gagnent. Oui, c'est important, mais c'est de savoir à la fin combien on garde. Parce que même si on gagne 1 $, combien à la fin on arrive à garder si finalement tout coûte beaucoup plus cher et qu'on a besoin d'argent de plus sur le long terme. Donc, c'est un bon moyen. Je trouvais que c'était important de parler de tout ça parce qu'il y a des systèmes de discrimination basés sur le prix qu'on ne voit pas et dans lequel qui grignotent notre porte-monnaie sans qu'on se rende compte. Écoute, Aïssa, je trouve que c'est un épisode vraiment intéressant de traiter des femmes et de l'argent. Je pense que nous, en tant qu'hommes, on va apprendre beaucoup, mais je pense aussi que plusieurs femmes vont se sentir interpellées par tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Moi, j'ai 2 filles. Elles sont encore jeunes. L'une a 6 ans et l'autre a 2 ans. Moi et ma conjointe, on essaie de faire tout ce qu'on peut faire pour leur donner une bonne éducation financière et une bonne éducation en général. Mais vu qu'on parle du côté financier, juste pour finir le podcast, qu'est-ce que tu me conseillerais et à tous les parents aussi qui élèvent des jeunes filles ou des jeunes hommes aussi, parce qu'on doit toutes les mettre au courant de tout ça, mais comment préparer, si on parle des filles, comment les préparer à cette société et ce monde économique-là? Ouais, je pense que quoi qu'il arrive, que ce soit fille ou garçon, c'est parler d'argent le plus tôt possible. Je pense que se familiariser avec ça, de faire très attention au pouvoir des mots. Comme on a vu, tout le long de la discussion, ça a été un mot, une phrase, manière dont on utilise peut forger justement une croyance, peut créer une nouvelle expérience. Donc je dirais que surtout les enfants, entre 6 et 7 ans, là, surtout quand ils sont petits, ils font très attention aux mots. Donc je pense que le pouvoir des mots est important, de voir comment ils utilisent. Il faut pas avoir peur non plus d'utiliser les vrais mots quand il s'agit d'argent, de parler avec les enfants, de pas minimiser justement, prends ton petit cochon ou etc. Surtout quand c'est une fille, de parler utiliser des vrais termes, les familiariser. Et je pense que c'est ça, c'est de les inviter dans les discussions d'argent. Même par exemple, moi ce que je recommande toujours quand il y a des enfants dans la famille, c'est si en tant que famille vous avez des objectifs, invitez les enfants, même s'ils sont tout petits, à parler de ça en fait, à partager en disant bah voilà, on a décidé qu'on va partir en voyage, voici comment ça va se passer, on va économiser, on va acheter des billets. Parce que ça, c'est important que vous le fassiez ou pas.
ils vont le comprendre, en fait, que ce soit par les filles qui regardent, que ce soit par l'entourage, etc. Donc, autant que ce soit vous. Et donc, vraiment les éduquer aussi sur la prise de décision financière. Ça, c'est vraiment important. Donc là, c'est un peu ma spécialité de déguiser un peu une pensée stratégique de comment identifier les facteurs qui influencent nos décisions financières. Donc là, je pense que si vous aidez les enfants justement dès petits à comprendre, à avoir un esprit critique, à poser des questions, à voir le cheminement, justement, comme j'ai dit, plutôt si vous partez en vacances, si c'est l'objectif familial, montrez comment vous allez prendre la décision, comment vous allez choisir, intégrez-les dans la discussion, parce que tout ça, en fait, quoi qu'il arrive, ça va être très bénéfique. Je trouve que on nous apprend pas à prendre de bonnes décisions, on nous apprend pas à poser de bonnes questions, on nous apprend pas à avoir un esprit critique. Et je pense qu'aujourd'hui, ces compétences-là, elles sont clés à la fois dans la gestion de nos finances, mais aussi pour d'autres aspects de notre vie. Donc, je dirais que c'est plutôt ça. Très beau mot de la fin, Thaïsa. Merci beaucoup pour ta perspective sur un sujet tant important pour nous tous et pour la société en général. Dernière question avant qu'on se laisse. J'ai mentionné plus tôt que tu es l'auteur d'un nouveau livre. Donc, si les gens veulent en savoir plus sur toi ou acheter ton livre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver ou trouver l'information? Donc, le livre s'appelle Le déclic du fric. Il est disponible dans toutes les librairies, donc même sur Amazon. Voilà. Donc, de préférence, privilégiez votre libraire du coin. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur déclicdufric.com. Et je suis aussi du même nom, disponible sur tous les réseaux sociaux. Mais déclicdufric.com, c'est la porte d'entrée pour tout le reste. Parfait. Merci beaucoup. Puis, on mettra tous ces liens-là dans les notes de l'épisode. À la prochaine, chers auditeurs, auditrices. On se revoit au prochain épisode de l'Investisseur transformé. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.